Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'édition Vox News de ce lundi 27 juin 2016. 2 morts et 84 blessés. C'est le bilan toujours provisoire d'un attentat qui a endeuillé les célébrations de la fête nationale de Madagascar. L'attaque a frappé dimanche vers 19h locale la population présente dans le stade municipal de Mahamassine, dans la capitale Antananarive. Une enquête est en cours, mais déjà, pouvoir et opposition se rejettent la responsabilité du drame. Pour le président Heri Radhanarimampianine, la cause de l'attentat est politique et liée à une divergence de point de vue. Ce qui s'est passé tout à l'heure à Mahamassine, vraiment, c'est un acte odieux. Il y a eu du sang qui a coulé et on va mettre tout ça sur le dos du gouvernement. Et là, on n'accepte pas et on n'acceptera pas. On était venus pour assister à la fête nationale et c'est la mort qui nous a frappés ce soir. Ça nous fait mal au cœur. Si c'est comme ça que ça se passe, on dirait qu'il n'y a pas de gouvernement à Madagascar. Voilà tout ce que nous pouvons dire. C'est notre enfant qui est mort aujourd'hui. Il ne faut plus que ça se répète. Il faut renforcer la sécurité. Comment se fait-il que quelqu'un a pu faire entrer une bombe alors que les forces étaient présentes? Ça veut dire qu'il n'y avait pas de sécurité. Dans la Corne de l'Afrique, un attentat a fait au moins 11 morts et une vingtaine de blessés dans la capitale somalienne Mogadiscio. Les autorités ont annoncé dimanche que des islamistes Chebab ont revendiqué l'attaque de l'hôtel Nassa Ablob la veille à 16h30 locale. Parmi les 11 personnes décédées se trouvait le secrétaire d'État somalien pour l'environnement, Bouri Mohamed Hamza. Le mode opératoire de l'attentat suit un rituel désormais institué. D'abord l'explosion d'une voiture piégée, puis l'assaut du bâtiment par un commando terroriste. Le siège de plusieurs heures a pris fin avec l'intervention des forces spéciales somaliennes qui ont abattu 3 assaillants. L'attaque de samedi intervient un peu plus de 3 semaines après celle de l'hôtel Ambassador qui avait fait 10 morts le 1er juin. Dimanche, cela a fait 1 an que 38 touristes ont perdu la vie dans l'attaque de la station balnéaire tunisienne de Port El Kantaoui, près de Sousse. L'attentat du 26 juin 2015 avait été revendiqué par le groupe État islamique. 1 an après le drame, une cérémonie a rendu hommage aux victimes de la tuerie. La commémoration a consisté en 1 minute de silence et le dépôt de gerbes de fleurs et de 38 roses au pied d'une pancarte érigée à la mémoire des victimes. Étaient présents des employés de l'hôtel attaqué, mais aussi des diplomates des différents pays ayant perdu des ressortissants au cours de l'attentat. Également présents, la ministre tunisienne du Tourisme et un responsable du ministère britannique des Affaires étrangères pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. 30 Britanniques faisaient en effet partie des personnes assassinées. La Grande-Bretagne qui avait conseillé à ses ressortissants de ne plus voyager en Tunisie. Pour nous, c'est important d'assister et de commémorer justement cette opération terroriste qui s'est passée à Sousse pour rappeler aux familles des victimes que nous sommes là, que nous n'oublions pas ce qui s'est passé, d'autant plus que c'est des personnes qui sont venues en Tunisie en vacances et qui ont été victimes de cet acte horrible. On a eu plusieurs entretiens, on est en contact avec les responsables de l'Union de la Grande-Bretagne. Et bon, après le mois de Ramadan, il va y avoir un rafraîchissement de ce conseil voyageur. Espérons qu'il soit positif. Tout d'abord, je veux remercier le peuple tunisien qui me permet de commémorer ce jour important. Cela fait 1 an que cet événement tragique s'est produit. Il est important que nous nous souvenions de ceux qui sont morts et que nous continuions de supporter ceux qui ont été affectés par cet événement tragique. Victoire en revanche contre une tentative d'attentat au Nigeria. 2 kamikazes présumés sont décédés dans la nuit de dimanche à lundi dans le bastion historique de Boko Haram, Maïdougouri. Sans preuve pour le moment de leur appartenance au groupe islamiste nigérian, l'on sait que les 2 individus au comportement suspect ont été stoppés à l'entrée d'une mosquée par un garde d'un groupe d'autodéfense. Avant de faire exploser leur ceinture d'explosifs, les 2 hommes avaient annoncé vouloir se joindre à la prière nocturne de Ramadan. Hormis les 2 terroristes décédés, seule une personne aurait été blessée, le garde de la sécurité qui a déjoué l'attaque. L'armée du Nigeria a par ailleurs annoncé avoir libéré dimanche plus de 5000 otages retenus par les islamistes de Boko Haram.
Ce succès, survenu dans plusieurs villages des environs de Mafa, près de Maïdougouri, serait le résultat d'une importante opération menée conjointement par l'armée, la police et des civils nigérians volontaires. L'identité des otages libérés est toujours en cours de vérification. Une fois identifiées, ces personnes rejoindront le camp de la NEMA, l'agence fédérale qui prend en charge les urgences. Une dizaine d'islamistes et un civil volontaire ont perdu la vie dans les assauts. L'armée nigériane a procédé à la saisie de plusieurs véhicules, armes et munitions. Autre libération au Nigeria, celle annoncée dimanche par la police locale des 7 employés d'une société minière enlevés mercredi 22 juin. Après l'attaque de leur véhicule et l'assassinat de leur chauffeur, les ex-otages qui travaillent pour la firme australienne McMahon avaient été kidnappés dans l'état de Cross River, dans la grande région pétrolière du sud-est du Nigeria. Selon la police provinciale, aucune rançon n'a été versée aux ravisseurs pour libérer les captifs, parmi lesquels 2 Nigérians, un Sud-Africain, 3 Australiens et 1 Néo-Zélandais. Aucune mention pour le moment sur l'identité des ravisseurs. Les déboires de Jacob Zuma se poursuivent. Après l'annonce vendredi par la Haute Cour de Pretoria que le président sud-africain pourra bien de nouveau être poursuivi pour corruption dans une affaire de contrat d'armement, c'est désormais par le scandale de la rénovation de sa résidence privée à Nkandla que le chef de l'État est encore accablé. D'après les recommandations faites ce lundi par le Trésor sud-africain et transmises à la Cour constitutionnelle, Jacob Zuma devra personnellement rembourser à l'État $500 000, soit environ 7,8 milliards de rands ou encore 301,5 milliards de francs CFA. La somme correspond à une partie des travaux que M. Zuma avait effectués en 2009 dans sa propriété privée avec l'argent du contribuable. Des travaux d'une valeur de 246 millions de rands, équivalent au taux de l'époque à environ 20 millions d'euros, soit plus de 13 milliards de francs CFA. Au Sénégal, la grâce présidentielle accordée vendredi matin à Karim Wade provoque de nombreuses réactions. Entre soulagement et indignation, les avis tranchent au pays de la Teranga concernant la libération de l'ancien ministre et fils de l'ex-président Abdoulaye Wade, initialement condamné à 6 ans de prison pour enrichissement illicite. Le jour même de sa libération, le candidat désigné du Parti démocratique sénégalais à la prochaine présidentielle sénégalaise s'est envolé pour le Qatar. Bien que libéré après avoir effectué la moitié de sa peine, les autorités sénégalaises insistent sur le fait que les sanctions financières et les procédures de recouvrement à l'encontre de Karim Wade sont maintenues. C'est dans ce cadre que s'ouvre ce lundi à Paris, en France, une audience pénale concernant les avoirs de M. Wade. Ce qui s'est passé, c'est de la pure politique. Ça, c'est du politique. Parce qu'on a laissé Karim Wade, on l'a libéré à 1h presque à 2h du matin. Hein? Après, il quitte le Sénégal. Hein? Personne ne l'a pas vu, mais ça, c'est pas normal. Karim Wade, il a mangé l'argent du pays. On doit le condamner. Il doit purger sa peine. C'est ça. On ne devait pas le laisser sortir comme ça. C'est pas normal. Il y a tant de personnes qui sont en prison, ils n'ont rien fait. Ils sont accroupis là-bas pendant des années, sans avoir un petit avocat. Est-ce que c'est pas normal? Si on arrive là aujourd'hui pour dire que vraiment on gracie Karim, donc il ne fallait pas le condamner pour le faire gracier 3 ans après. Ce que je ne peux pas aussi concevoir, condamner quelqu'un pendant 3 ans et tout ce qui s'ensuit, et tous les milliards qui ont été dépensés pour son arrestation, pour sa condamnation, on se lève un bon matin et dire que on lui donne une grâce. Moi, je dis au contraire, il n'a rien fait. S'il avait fait quelque chose, je pense qu'il ne sera pas libéré. Au Gabon, l'opposition appelle à refuser la candidature d'Ali Bongo Ondimba. Vendredi, les ténors de l'opposition ont appelé chaque Gabonais et chaque Gabonaise à contrer la candidature du président sortant pour la présidentielle du 27 août 2016. La principale raison invoquée, les doutes éternels sur l'état civil du chef de l'État. Nous mettons la CENAP devant ses responsabilités et rappelons que de sérieux doutes pèsent sur la régularité, la conformité de l'état civil d'Ali Bongo et partant sur son éligibilité. Nous convions chaque Gabonaise et chaque Gabonais à adresser dès à présent une lettre à la CENAP pour s'opposer à la candidature d'Ali Bongo et exiger sa disqualification du processus électoral. Ali Bongo est un accident de l'histoire qui ne saurait et ne doit plus être répété.
Au Zimbabwe, après son éviction de la ZANU-PF, le parti au pouvoir, l'ancienne vice-présidente Joyce Mujuru a tenu samedi le tout premier grand rassemblement officiel de sa nouvelle formation politique. Le rassemblement de Zimbabwe People First, le peuple du Zimbabwe d'abord, s'est tenu dans un bastion de l'opposition. Tout ce qui a été dit à mon sujet est un mensonge. Ceux qui ont menti à mon sujet sont maintenant sortis de l'ombre et ont révélé comment ils ont été abusés. Le parti est un nouveau parti politique, démocratique et fédérateur qui s'adresse à tous les Zimbabwéens. Soyez sûr que je ne retournerai pas aux ZANU-PF. L'Union républicaine pour la démocratie URD s'est opposée ce lundi 27 juin lors d'une conférence de presse à Abidjan à la nouvelle constitution décidée par le président ivoirien Alassane Ouattara. Sa présidente Danielle Boni-Claveri a dénoncé la démarche de M. Ouattara, estimant qu'elle ne répond pas aux normes pour l'obtention d'une loi fondamentale consensuelle. Par ailleurs, selon elle, les populations ont des préoccupations plus urgentes qu'une nouvelle constitution. La vie de plus en plus chère, la paupérisation grandissante, les conditions sociales qui se dégradent, l'insécurité galopante. N'est-il pas honteux face à la menace récurrente des microbes de voir que la riposte ne vient pas des forces de l'ordre sous-équipées, mais des riverains eux-mêmes qui sont obligés de s'organiser en groupe d'autodéfense. Les procès des pro-Gbagbo se succèdent et se ressemblent. Les prisonniers politiques croupissent en prison. Le gel des avoirs est toujours une réalité pour un certain nombre de cadres, notamment ceux qui sont en exil et qui vivent dans la misère. Dans les grands corps de l'État, tous ceux qui ont été nommés par le président Gbagbo ne connaissent aucune affectation. La preuve est là. La réconciliation n'est pas faite. Et tant que ce fait demeurera une réalité, il paraît illusoire de vouloir rassembler autour d'un projet commun un pays divisé, meurtri et parfois révolté. L'URD a appelé le peuple ivoirien à se sentir concerné par son combat en faveur d'une nouvelle Côte d'Ivoire. Au nom de son parti, Boni-Claveri a fait des propositions dont la prise en compte, a-t-elle insisté, pourrait aider à produire une constitution débarrassée de signes confligènes. Nous parlons de révision constitutionnelle et le président, et je suppose le gouvernement, lui parle de l'élaboration d'une nouvelle constitution. L'Assemblée nationale actuellement, on parle de ce qui se passe avec les députés PDCI. Ils sont inquiets là-dessus, parce qu'ils ont peur que sous le prétexte de l'élaboration d'une nouvelle constitution, ils ont peur que le texte ne puisse pas aller à l'Assemblée nationale, puisque tout serait nouveau. Donc nous disons non, suivons le droit, suivons les normes de notre droit et les normes constitutionnelles actuelles. Nous sommes régis par notre Constitution, donc suivons ça et allons à la révision constitutionnelle. Le président Ouattara avait reçu du 31 mai au 3 juin dernier plusieurs composants de la population ivoirienne, dont les partis politiques de l'opposition, en vue de recueillir leurs avis pour le comité d'experts chargé de rédiger la nouvelle constitution. L'URD présente à cette rencontre ne versera donc pas de propositions au dit comité, soutenant que ce projet est moins préoccupant que les difficultés que vit le peuple de Côte d'Ivoire. La 4e édition des soirées Leadership, organisée récemment à Abidjan par une structure de médias en collaboration avec l'opérateur de téléphonie mobile MTN, a porté sur le thème du leadership dans le secteur des PME, les petites et moyennes entreprises. Selon le conférencier Félix Bigbo, directeur général de l'AGF, le Fonds africain de garantie, les difficultés des PME sont notamment dues à la faiblesse des dépôts à long terme et des fonds propres et à l'incapacité à fournir des garanties acceptables. Aussi souffre-t-elle du manque d'infrastructures, d'un environnement des affaires acceptable et du financement. Les obstacles à connaître souligne-t-il avant la mise en place d'un plan stratégique d'optimisation de leurs activités. Lorsque un entrepreneur jeune a besoin de 100 de financement pour avancer, si nous estimons qu'il nous faut 150 pour pouvoir tenir compte de ces éléments,
Nous demandons à la banque d'aller dans les 150 et nous prenons les 50 en charge pour nous partager les 50 avec l'entrepreneur. Tout ça pour les amener à avoir le courage et que le coût ne soit pas un élément qui puisse les empêcher d'avancer. Fort de son expérience personnelle à l'AGF, M. Gbigbo a exprimé son optimisme dans la recherche de solutions pour répondre aux inquiétudes du secteur bancaire. Les qualités de l'entrepreneur sont des qualités de leader. Il doit pouvoir être un leader, il doit pouvoir savoir avoir une vision qui puisse transformer en action dans un plan d'affaires qui soit compréhensible. Il doit savoir fédérer et savoir s'associer pour avoir les ressources financières qu'il faut, qui lui permettent d'avoir un accès aisé au financement long et mettre en œuvre son projet. C'est qu'il faut avoir le courage de ses idées, le courage de ses projets, de ses innovations, parce que tout autour de nous, il existe un écosystème qui est supposé nous supporter, qui est supposé accompagner nos initiatives d'entreprise et que rechercher cette information et aller au bout de ce processus nous permettra d'y arriver. On a eu une claire idée de comment accéder au financement pour les PME. J'ai trouvé ça brillant. Nous pensons que cette conférence-là nous permettra de mieux saisir cette opportunité pour mieux conseiller nos entreprises parce que nous, en tant que professionnels d'expertise comptable, on a un rôle à jouer et ce rôle-là, ça consiste donc à accompagner les chefs d'entreprise. Anzouman Moutaye, ministre ivoirien de l'entrepreneuriat national, de l'artisanat et de la promotion des PME, a notifié que des actions sont entreprises par le gouvernement de son pays en vue de promouvoir le secteur privé. Ce sont entre autres l'instauration de l'entrepreneuriat dans le système éducatif ivoirien, le projet de fonds de garantie pour aider les start-up et l'innovation pour soutenir les entreprises innovantes. Pour identifier des particules polluantes dans la ville de Cotonou, les informaticiens d'une université privée utilisent des drones. Ces appareils volants munis de caméras et de capteurs capables de fournir des informations sur le taux de pollution dans une zone donnée sont lancés dans la ville depuis la place de souvenir à Cotonou où la démonstration a lieu. Le constat est édifiant. J'ai compris brièvement que nous avons des points de concentration en matière de pollution. On a parlé de la zone de Tokpa, on a parlé de la zone du port autonome, on a parlé de l'étoile. Vous avez dû comprendre que c'est lié aussi à la concentration de la circulation, de la mobilité. Et donc, ce sont ces points-là qu'il faut traiter. Avoir des moteurs qui ne polluent pas. La pollution est très forte dans la zone du plus grand marché de Cotonou, Tantokpa, et la zone industrielle. Pour les responsables de l'université, le problème de la pollution n'engendre pas que les changements climatiques. Tout le monde pleure aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de RMN ou de scanner de dernière génération dans les hôpitaux. Mais est-ce que nous savons que la troisième cause principale aujourd'hui de mortalité dans nos pays, que ce soit les dernières études de l'OMS, on montre que les conséquences de la pollution ne sont pas uniquement les changements climatiques, ce ne sont pas uniquement les conséquences écologiques, mais nous avons des conséquences dramatiques sur le nombre de cancers, l'implication de ces phénomènes environnementaux sur la longévité, l'espérance de vie. Cette innovation consistant à capter les particules polluantes et surtout leur zone de concentration s'inscrit en droite ligne dans le processus de création d'une application numérique. La phase finale de notre projet est de concevoir une application, donc une application mobile qui permettra à tout citoyen béninois de pouvoir déterminer la concentration des polluants dans cette zone-là. Donc l'application, il suffira juste, pourvu que l'intéressé soit connecté à Internet, parce qu'une application utilisera forcément la connexion Internet pour recevoir en temps réel le niveau de pollution dans cette zone en particulier. Donc un asthmatique par exemple qui soupçonne peut-être qu'il y a un certain type de polluant dans une zone pourra utiliser l'application. Cotonou, la plus grande ville du Bénin, est hyper polluée. De pareilles innovations aideront les pouvoirs publics et les citoyens lambda aussi à sauver des vies. Des pays en Afrique refusent encore le survol de leur espace aérien et l'atterrissage pour certaines compagnies africaines. Et Gervais Djondo, le fondateur de la compagnie aérienne Askai, se dit surpris du refus de ces pays d'appliquer la convention de Yamoussoukro. Cette convention prône l'ouverture du ciel africain.
Sachez qu'il y a encore des pays en Afrique, même dans notre Afrique de l'Ouest, là, qui font des difficultés. Ça existe encore. Et c'est dommage pour l'Afrique. Jondo a tenu à saluer l'ouverture d'esprit de certains dirigeants africains. Au début des activités d'Askai, nous sommes restés interdits du Sénégal, interdit d'aller au Sénégal. Ça a duré 3 ans. C'est l'arrivée du président Macky Sall, qui a eu l'honneur de me recevoir. J'ai eu à régler le problème. Ça a été immédiat. Pour Gervais Jondo, une union des compagnies aériennes africaines est un impératif. Soyons intelligents pour nous retrouver ensemble, pour regrouper les compagnies. Ce n'est pas des petites compagnies par-ci par-là qui vont faire quoi que ce soit. Les pays européens, l'Amérique, toutes les compagnies sont regroupées maintenant et de plus en plus encore. C'est resserré. Dans la foulée, l'IATA, l'Association du transport aérien international, a annoncé pour les compagnies africaines des pertes énormes pour l'année 2015. Mais Askai a réussi à sortir son épingle du jeu, puisque pour la première fois depuis sa création en 2010, cette compagnie basée au Togo a réalisé un bénéfice de plus de 2 milliards de francs CFA. C'est donc dans ce contexte actuel où les compagnies aériennes en Afrique enregistrent une perte de 700 millions de dollars cumulés que Askai a réalisé ce résultat positif. Selon l'IATA, à l'échelle de la planète, les résultats sont encourageants, mais cette situation est très fragile. Une remontée du prix du pétrole mettrait en danger les compagnies qui ont stoppé leurs efforts de rentabilité. Le Somaliland cache un patrimoine archéologique de grande valeur. Depuis 4 siècles, les falaises de Lasgel abritent des peintures rupestres impressionnantes dessinées à l'époque du néolithique. Le site, situé à une 50aine de kilomètres d'Hargeisa, la capitale du Somaliland, est pour le moment encore considéré comme l'un des sites de peinture rupestre les plus anciens et les mieux préservés d'Afrique. Mais aujourd'hui, ce site exceptionnel, peu protégé, doit faire face au défi de sa conservation. Selon les responsables du site, si rien n'est fait, les peintures pourraient bien avoir disparu d'ici une 20aine d'années. En cause notamment le ruissellement des eaux de pluie, mais aussi l'augmentation du nombre de visiteurs à Lasgel. Ici, cet endroit était connu comme la maison des diables, appelée Djinn. À l'époque prospère, les nomades venaient ici pour abattre des animaux, faire des sacrifices, pour vivre en paix avec le diable. Lasgel a attiré de nombreux touristes de partout dans le monde, d'Europe, d'Asie, surtout du Japon et de Taïwan, mais aussi des États-Unis. Le site a été découvert en décembre 2002 par des Français et Somaliens qui vivaient ici. Ils avaient discuté du fait qu'ils cherchaient un type de peinture comme celle-ci. Nous avons besoin d'aide pour protéger le site. Nous avons d'autres sites aussi. Nous voulons faire des études aussi. Vous pouvez le voir, les peintures ont été délavées par la pluie. Nous manquons de connaissances, d'expérience et d'argent. Se rassembler pour pérenniser la culture et la langue bassa à travers le Cameroun, c'est l'objectif du festival Mbok-Lia dont la 5e édition s'est ouverte le 25 juin dernier à Douala. Un festival culturel itinérant qui rassemble toutes les communautés originaires de la grotte mythique de Ngok-Litouba, notamment les peuples Bassa, Po et Bati. Le Mbok-Lia 2016, c'est la possibilité donnée à toutes les filles et fils Bassa, Po et Bati de se réunir autour d'un idéal de reconnaissance culturelle pour affermir leur fraternité et leur solidarité. Parmi les activités à l'ordre du jour, il s'agira d'alimenter les réflexions à travers des colloques, des débats ou des ateliers sur des thèmes culturels.
Comme à l'accoutumée, le festival Mbok-Lia, c'est l'occasion pour les sages Bassan Pouibati de délivrer un message au peuple qui devra guider ses pas tout au long de l'année. Pour cette édition 2016, un appel a été lancé en faveur du rassemblement, de l'unité et du travail. Le message, c'est unité, effort dans le travail et vision optimiste de l'avenir et de la fratrie et du Cameroun. Le Mbok-Lia 2016 reste ouvert au complexe Camtel de Bépanda à Douala jusqu'au 16 juin prochain. Et d'ici là, les visiteurs auront droit à des expositions, des conférences et des animations en orchestre live. C'est la fin de ce bulletin d'information du 27 juin 2016. Bonne suite de programme sur Vox Africa.